Bonjour à tous, je m'appelle Sophie Marek, je suis professeure de mathématiques et je prépare un master d'épistémologie, d'histoire des sciences et techniques à l'Université de Brest. Je travaille dans le cadre du mémoire sur l'évolution des ports de Paimpol et de Saint-Malo entre le XIXe siècle et le XXe siècle sous le prisme des bassins à flot et des formes de radoubes. Dans les ports soumis aux marées, les bassins à flot, généralement fermés par une écluse, servent de lieu d'ancrage à des bateaux sans qu'ils n'échouent à marée basse. Quant aux formes de radoubes, ce sont des infrastructures portuaires destinées à l'entretien et à la réparation d'un navire qui a été mis à sec. Les villes de Paimpol et de Saint-Malo sont situées sur les côtes de la Manche, en Bretagne Nord. Dès le début du XVIe siècle, la présence de pêcheurs originaires de ces ports est attestée sur les bancs de Terre-Neuve par la charte de l'abbaye de Beauport, par exemple. C'est surtout au XVIIe et au XVIIIe siècle que cette activité se développe à partir de ces ports, mais les guerres de Révolution et d'Empire paralysent le trafic sur les côtes de la Manche. En 1815, la paix revenue, les ports de Saint-Malo et de Paimpol arment de nouveau pour les bancs de Terre-Neuve. Le redémarrage à la grande pêche est plus lent pour le port de Paimpol au cours des années 1820. Les conditions de reprise sont pourtant en partie réunies dans ce port grâce à un fort ancrage maritime des élites commerçantes et municipales. À force de persévérance, la flottille paimpolaise, armée pour Terre-Neuve, atteint 14 unités en 1833. Cependant, les infrastructures portuaires n'ont pas été modifiées comme en atteste cette peinture représentant la chaussée des Moulins au XVIIIe siècle. Le port de Paimpol est considéré comme un bon abri, comportant un vaste bassin d'échouage entre la chaussée de Kernoat et la digue des Moulins. En 1762, un premier quai a été édifié, reconstruit par la suite en 1815, auquel s'ajoute alors un autre quai de 170 mètres. Dans le port de Saint-Malo, hormis les fortifications effectuées sous la direction de Vauban, seuls les quais neufs sont achevés en 1714. Ce port demeure extrêmement pénalisé par l'étroitesse de son site, qui se résume à une presqu'île reliée au continent par un sillon sableux. Mais le port arme dès le XVIIe siècle de 40 à 80 frégates de 400 tonneaux chaque année. Il se distingue aussi par ses chantiers de réparation et de construction navale, capables d'assurer l'entretien d'une flotte marchande de premier plan. Sous la direction de l'ingénieur Siméon Garangeau, la ligne de quai est complétée en 1716, mais le projet de grand port, réunissant par un bassin à flot unique les ports de Saint-Malo et de Saint-Servant, rencontre l'hostilité de la population locale. Les bassins à flot et les formes de radoubes sont donc des objets techniques qui ont littéralement modifié la physionomie des ports lors de leur construction à la fin du XIXe siècle en général. Ces infrastructures demeurent cependant des objets peu étudiés par les historiens et par les historiens des sciences, ayant nettement moins retenu l'attention comparé aux navires qui les fréquentent. Les formes de radoubes militaires ont néanmoins fait l'objet d'un article récemment coécrit par Bruno Roux et Gustavo Chalier intitulé La forme de radoube, un indicateur de l'évolution des ports. En s'appuyant sur la méthodologie utilisée dans cet article, nous tenterons de répondre à la question suivante. Dans quelle mesure l'étude des bassins à flot et des formes de radoubes reflète-t-elle l'histoire scientifique et technique des ports de Paimpol et de Saint-Malo entre 1836 et 1936? Les sources utilisées proviennent des archives départementales des Côtes-d'Armor et d'Ille-et-Vilaine, respectivement pour les ports de Paimpol et de Saint-Malo. Elles seront enrichies de sources secondaires, comme les thèses d'histoire de Jean Kerlévéo et de François Chappé sur le port de Paimpol et d'André l'Espagnol sur le port de Saint-Malo. En histoire des sciences et techniques, nous nous appuierons essentiellement sur le modèle HST Port développé par Bruno Roux dans sa thèse. Ce modèle sera étendu
à l'indicateur des bassins à flot est utilisé pour les formes de Radoub afin d'établir le cycle de vie du premier bassin à flot du port de Paimpol et de la forme de Radoub du port de Saint-Malo. Un cycle de vie est caractérisé par l'émergence d'un besoin, le choix d'une solution technique, la construction de l'artefact, puis son usage, voire son obsolescence. Dans un premier temps, nous étudierons le cycle de vie du premier bassin à flot de Paimpol après avoir évoqué la reconversion de ce port à la pêche en Islande au milieu du XIXe siècle. Puis nous étudierons le cycle de vie de la forme de Radoub de Saint-Malo en se référant à la construction antérieure des bassins à flot dans les ports de Saint-Malo et de Saint-Servant qui ont eu des répercussions sur les capacités de réparation navale dans ce port. Enfin, nous pourrons alors présenter les périodisations de l'histoire technique de chacun de ces ports à l'aide de ces indicateurs entre 1836 et 1936. Au milieu du XIXe siècle, certains ports bretons, à l'instar de Paimpol, abandonnent les bancs de Terre-Neuve pour se tourner vers la pêche errante en Islande. Celle-ci nécessite 2 à 3 fois moins d'hommes que pour les armements terre-neuvins. En 1852, l'armateur paimpolais Louis Morand expédie la goélette L'Occasion en Islande et ouvre ainsi la voie aux marins de son pays que la pêche à Terre-Neuve ne rémunérait plus suffisamment. Dès 1856, ce sont 14 navires paimpolais qui arment pour l'Islande. Le choix des armateurs paimpolais se tourne alors vers les goélettes dont la capacité moyenne passe de 74 tonneaux en 1857 à 85 tonneaux en 1870. La croissance des navires armés pour l'Islande entre 1852 et 1870 est d'ailleurs spectaculaire à partir de Paimpol, comme l'indique la courbe des armements à partir du port de Paimpol pour la grande pêche. Mais ces goélettes, dont l'effectif culmine à 80 unités en 1895, supportent difficilement l'échouage en raison de la finesse de leur forme. Les bassins à flot conviendraient donc à ces voiliers dans un port soumis aux marées. La construction de cette infrastructure devient donc une impérieuse nécessité face au nombre croissant de départs de goélettes pour l'Islande. La construction du premier bassin à flot de Paimpol se déroule entre 1880 et 1886 après l'élaboration de plusieurs projets successifs à partir des quais existants. En 1872, une commission nautique réunissant des ingénieurs et des armateurs du port avait opté pour un bassin de profondeur 4,50 m. Le quai ouest, de 93 mètres de long, a été édifié en premier de 1871 à 1872, puis les 3 autres quais délimitant le bassin ont suivi entre 1872 et 1876. Soit au total 540 mètres de quai entourant le bassin. Ce bassin à flot, achevé en 1886, a une surface de 2,7 hectares et peut accueillir entre 30 et 35 goélettes. Son usage est exclusivement dédié à la pêche en Islande, comme l'illustre cette forêt de mâts peuplant le bassin au début du XXe siècle. Dès l'hiver 1891, 61 navires y stationnent, si bien qu'il n'y a plus moyen de procéder à la mise en service de nouveaux navires de pêche. Sitôt ce premier bassin à flot achevé, cet équipement s'avère donc insuffisant face à l'expansion de la pêche en Islande à partir de ce port. Dans la cité corsaire, les dirigeants malouins s'opposent pendant longtemps à la création d'un bassin à flot commun aux ports de Saint-Malo et de Saint-Servant. Cette solution, présentée par l'ingénieur du roi Vauban, est cependant actée en 1836 par la loi instituant la création de ce bassin à flot unique d'une surface de 50 hectares. Mais les premiers travaux engagés pour cette construction créent des problèmes dans le domaine de la réparation navale en raison de la suppression de petites grèves disposées en plan incliné et utilisées pour le radoub des bateaux.
Sans emplacement supplémentaire dédié à la réparation navale, le port de Saint-Malo perd de son attractivité puisque certains navires y viennent même sur l'Est pour y être radoubés, comme l'affirme l'ingénieur ordinaire chargé d'un avant-projet de construction d'une forme de radoub dans ce port en 1860. Celui-ci insiste aussi sur le fait que des navires militaires, dont il donne sur ce tableau les caractéristiques, fréquentent également ce port, qui a été doté d'un petit arsenal à partir de 1804. Les caractéristiques des plus grands navires français sont donc répertoriées par cet ingénieur afin de prévoir les dimensions de la forme de radoub, pour laquelle il propose une longueur de 115 mètres et une largeur de 18 mètres. Cependant, la construction de cette infrastructure est jugée secondaire par rapport à celle des deux bassins à flot symétriques finalement décidés pour les ports de Saint-Malo et de Saint-Servant. C'est finalement un décret du 17 mars 1911 qui déclare la transformation de l'ancienne écluse du Niayes en forme de radoub. La réalisation est confiée à 3 entreprises différentes, une entreprise de maçonnerie, une autre pour les travaux métalliques et une troisième pour l'outillage électrique de la forme de radoub. Les travaux de démolition de l'écluse commencent en 1914 sous la direction d'Émile Pascal, mais ils sont interrompus le 1er août 1914 pour cause de mobilisation générale pour la Première Guerre mondiale. Le chantier, dont le plan général apparaît sur cette image, avance très peu pendant le conflit, si bien que le contrat de cette entreprise est résilié en 1919. Une autre entreprise de travaux publics de l'Ouest se voit alors confier la fin des travaux de maçonnerie. Les cycles de vie de ces deux infrastructures permettent en définitive la périodisation de l'histoire technique de ces ports de Paimpol et de Saint-Malo. Le port de Paimpol, initialement un port d'échouage, accueille des armements pour la pêche à Terre-Neuve, des navires de commerce et de petite pêche jusqu'en 1852. Puis la constitution d'une flotte morutière à destination de l'Islande est rapide sous le Second Empire, d'où la nécessité de construire une infrastructure permettant l'hivernage des goélettes. La guerre de 1870 de la France contre la Prusse interrompt les premiers travaux effectués dans ce sens et le bassin à flot est finalement achevé en 1886 sous la Troisième République, c'est-à-dire au moment de l'ère des bassins à flot. La Première Guerre mondiale accélère le déclin de la flottille paimpolaise jusqu'en 1935, date du naufrage de la goélette La Glycine. Les ruptures dues aux guerres, aux crises économiques, aux révolutions jalonnent aussi l'histoire technique du port de Saint-Malo qui a tout d'abord besoin d'un bassin à flot pour l'hivernage de sa flotte de Terre-Neuve en pleine expansion, mais aussi d'appareils de radoub plus modernes. L'installation d'une forme de radoub dans ce port permettrait en effet la réparation et l'entretien de navires de commerce, de pêche, de frégates militaires et de bateaux à vapeur et à coque d'acier dont l'usage se répand dans la seconde partie du XIXe siècle. Les relations commerciales, rétablies aussi avec l'Angleterre, favorisent le passage de vapeur dans le port de Saint-Malo, mais ce n'est finalement qu'en 1914 que commence la transformation de l'ancienne écluse du Niayes en forme de radoub, travaux qui seront achevés 20 ans plus tard. En conclusion, il existe une étroite corrélation entre la construction des bassins à flot et des formes de radoub dans ces ports, ces travaux s'inscrivant d'ailleurs souvent dans le même projet. Les bassins à flot sont exclusivement dédiés à la pêche en Islande, dans le port de Paimpol, mais la Première Guerre mondiale cause en grande partie leur destruction, soit sur mer ou faute d'entretien de la flotte islandaise de Paimpol. Ce conflit est également à l'origine du retard considérable pris pour la construction de la forme de radoub de Saint-Malo. Les armements morutiers de ces deux ports déclinent durant l'entre-deux-guerres, les armateurs malouins et paimpolais n'ayant pas suffisamment de moyens financiers pour moderniser leur flotte. La question de la motorisation des bateaux de pêche pourrait donc être confrontée à celle de la transformation du paysage portuaire de Paimpol et de Saint-Malo. En vous remerciant de m'avoir écouté.